Notre invité du jour, Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria Asset Management. Bonjour Pierre. Bonjour Anne-Laure. Alors on fait un bilan mensuel des événements économiques, politiques et leurs conséquences sur les marchés. Commençons par l'actu. Donald Trump, fidèle à son programme d'élection, essaye de faire baisser le déficit commercial américain qui a atteint un record de 56,6 milliards de dollars hier. Que dire tout d'abord sur la forme? Taxer l'aluminium et l'acier, ça vous paraît une bonne idée? En tout cas, c'est conforme au style de notre président américain depuis 1 an et demi. Nous, notre avis, c'est que globalement, c'est plutôt de la politique intérieure américaine. C'était dans son programme, un programme finalement protectionniste, un programme qui disait America's First. Et dans ce contexte, en fait, finalement, dire qu'il veut défendre les emplois américains, on voit que c'est du populisme comme on peut en connaître en Europe. De mon point de vue et du point de vue de Myria AM, c'est véritablement de la politique intérieure américaine. On a vu, et vous l'avez très bien dit en préambule, la réplique des Européens sur des produits qui sont finalement très peu consommés en Europe. Donc là encore, la réplique européenne se situe au niveau domestique américain sur le jus de cranberry, le beurre de cacahuète, et on voit bien quand même que la réplique, si on se dirigeait vers une véritable guerre commerciale, n'est peut-être pas véritablement à la hauteur de l'enjeu. Oui, parce que les Harley-Davidson évoqués à un moment, c'était peut-être déjà plus oui, je sais pas quel est le pourcentage de vente des Harley-Davidson parmi toutes les motos vendues en Europe, mais honnêtement, on a quand même l'impression que c'est une... Plus que le beurre de cacahuète, non? Peut-être, possible. Mais en tout cas, on a quand même l'impression que c'est véritablement une guerre psychologique domestique. Donc les États-Unis veulent faire des mesures protectionnistes pour plaire à l'électorat des républicains. Les Européens se situent sur le même registre. Et en aucun cas, on n'a pas l'impression qu'on se dirige vers une véritable guerre commerciale. Parce que j'allais vous demander sur le plan vraiment économique, est-ce que c'est si aberrant que ça de faire du protectionnisme quand on a un déficit commercial aussi important ? En fait, il faut voir les composantes du déficit commercial. À partir du moment où les États-Unis ont largement mis leurs usines ailleurs, on a déjà une première composante du déficit commercial. Ensuite, c'est vrai que le déficit commercial américain est abyssal, mais ça procure aussi un moyen de faire baisser tendanciellement le dollar. Je serais très surpris de voir Donald Trump vouloir faire remonter le niveau du dollar américain. Et est-ce que vous pensez qu'il envisagerait une réindustrialisation des États-Unis? Sans doute, c'était dans son programme, ça serait à peu près logique, mais en tout état de cause, quand on voit la réaction des marchés, elle est extrêmement mesurée, et on voit bien quand même que, encore une fois, c'est véritablement de la politique intérieure et pas de la politique extérieure. Même Pékin pourrait être beaucoup plus mesuré sur sa riposte. C'est vrai qu'ils ont juste dit qu'ils prendraient les mesures nécessaires, ils ont parlé d'aucun produit. Moi, ça me semble assez sain, en fait, comme réaction. D'accord. Un petit mot sur restons aux États-Unis, un mot sur la Maison Blanche et la valse des conseillers, en tout cas la démission du principal conseiller économique de Donald Trump, Gary Cohn. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça doit être particulièrement difficile de travailler avec Donald Trump, peut-être? Sans doute, mais en tout cas, quand on voit la réaction des marchés, hier, c'était assez flagrant. Les futurs américains étaient en forte baisse le matin, et finalement, on a terminé à l'équilibre. En Europe, on a essayé de faire croire qu'on craignait quoi que ce soit, et finalement, on a terminé en hausse. Les marchés asiatiques sont en hausse ce matin. En fait, c'est véritablement une non-nouvelle. Après les fake news, on a les no news, et en fait on a véritablement un désintérêt massif des marchés pour tout ce qui est politique, et on pourra parler, si vous voulez, des élections italiennes. Rebelote, on a vu que en fait ça n'a finalement aucun impact sur les marchés, et je crois que tout le monde s'est fait avoir jusqu'au Brexit, et depuis l'élection de Donald Trump, où on se souvient qu'on était en forte baisse avant l'ouverture et qu'on a terminé en forte hausse le jour de l'élection, finalement on voit bien que le plus important, c'est qu'il y ait des banquiers centraux à la manœuvre, que l'économie se porte bien, et que l'économie en tendance soit sur une pente plutôt ascendante, bien plus que descendante. Là où on a
un vrai problème avec le protectionnisme, c'est qu'il est prouvé économiquement que le protectionnisme réduit la force de la croissance. Donc c'est pour ça qu'on a eu des tremblements. Mais quand on voit, vous l'avez dit en préambule, hein, que l'enjeu c'est 2,8 milliards d'euros, très honnêtement, c'est pas ça qui va remettre en cause la vigueur de la croissance, notamment en Europe, retrouvée enfin, qui est à son potentiel. Sur l'Italie, juste à court terme, parce qu'en fait les marchés ne se sont pas inquiétés, parce qu'apparemment c'est toujours très compliqué la politique en Italie, mais est-ce qu'à court terme il y a un vrai risque de sortie de la zone euro, de non-respect des budgets qui sont imposés par l'Europe en fait? Si on se souvient du premier pays sans gouvernement en Europe, à savoir les Belges, qui sont restés plus de 500 jours sans gouvernement, on a vu que finalement toutes les métriques économiques et macroéconomiques du pays allaient mieux. Donc, non mais c'est vrai, on a eu un endettement qui s'est finalement réduit, on n'a pas eu de projet pharaonique, on n'a pas eu de danseuse politique à mettre en place, et finalement les métriques se sont bien comportées. Donc je pense que dans ce contexte de oui, chaos italien, mais on est habitué. C'est pas non plus très inquiétant, en tout cas du point de vue des marchés, puisque ça empêche finalement expédier les affaires courantes, ça empêche de faire des choses grandioses. Juste un mot, parce que dans ce contexte géopolitique, il y a quand même des conflits importants en Syrie. Pour le moment, les marchés ne semblent absolument pas s'en préoccuper. Alors ça c'est un véritable risque selon nous, c'est vrai que la géopolitique a été un peu mise sous le tapis depuis les Jeux Olympiques. Là on s'aperçoit d'un véritable désastre humanitaire en Syrie. Ce qui est important dans ce conflit, c'est qu'on a véritablement deux blocs qui s'affrontent, et là on est véritablement dans une sorte de géopolitique de l'ancien monde, j'aurais tendance à dire, avec d'un côté les pays occidentaux et de l'autre côté la Russie et l'Iran, qui font tout ce qu'ils peuvent pour préserver le pouvoir de Bachar el-Assad. Et là, on a, pour l'instant, c'est vrai que c'est un risque dont les marchés ne se préoccupent pas, mais ça peut être véritablement une poudrière prête à exploser, d'autant plus qu'on a les Israéliens qui sont récemment entrés dans le conflit avec des raids en Syrie sur des positions iraniennes. Donc là, on a véritablement un nœud très compliqué de géopolitique qu'il va falloir véritablement surveiller. D'accord. Côté finance maintenant, on regarde un petit peu, vous en avez parlé tout à l'heure, on regarde du côté des banques centrales. Aujourd'hui, la BCE réunit son conseil de politique monétaire. A priori, rien ne devrait changer. Je vais dire ça, et si ça se trouve à 14h... Non, je pense que non, je pense que vous pouvez le dire. Je suis les avis des économistes. Vous pouvez le dire. Donc rien ne va changer. Est-ce que vous partagez totalement cette opinion? Ah oui, mais de toute façon, tout est lié. Hein. C'est vrai qu'on a un dollar qui est extrêmement faible par rapport à l'euro, ce qui finalement, comme on avait pu en parler précédemment dans les années 2013-2014, à l'époque du fameux tapering de Ben Bernanke, équivalait à des hausses de taux. On a un euro qui est extrêmement fort, qui est le meilleur paratonnerre contre l'inflation, et on voit mal dans ce contexte, avec une inflation publiée par Eurostat de 1% en rythme annualisé, comment on pourrait changer de braquet d'un point de vue politique monétaire. On a un chômage qui est certes en régression, mais qui est toujours aux alentours de 9% contre 4% aux États-Unis. On a une économie européenne qui repart, mais qui enfin arrive tout juste à sa croissance potentielle. On est très très loin d'avoir une surchauffe économique. Donc là, on peut véritablement parier sur un statu quo de la Banque Centrale Européenne. Le vrai problème pour la Banque Centrale Européenne, ce serait si on avait finalement une accélération de l'inflation aux États-Unis avec un dollar qui irait véritablement très mal sans être prévu, et une courbe des taux qui commencerait à se déplacer vers le haut. On n'en est pas là, mais c'est vrai que la pression sur la Banque Centrale Européenne peut venir justement de cette politique monétaire américaine, cette normalisation des taux américaines, pardon, qui pourrait véritablement mettre la pression sur la Banque centrale. Pour l'instant, c'est un risque, on le regarde, mais il n'est absolument pas avéré.
On peut peut-être conclure sur ce que vous nous conseillez en matière d'allocation d'actifs. Alors, dans un contexte de taux extrêmement bas, de primes de crédit qui restent très très comprimées, on voit bien, en tout cas qu'en Europe, on est toujours dans un état de répression financière qui est véritablement prégnant. Donc, à part les actions, qui n'est pas forcément un choix par défaut, hein. Même si les marchés sont chers, on est tous au courant que c'est très cher. On disait ça déjà des États-Unis il y a 1 an, il y a 2 ans, et c'est pourtant de plus en plus cher. Bon, on voit bien quand même que pour profiter d'un environnement économique finalement favorable, avec une croissance mondiale synchronisée, on peut difficilement s'extraire des actions. Il est vrai que les marchés américains sont chers, c'est pour ça qu'on favorise largement l'Europe, le Japon ou les émergents qui faisaient du surplace jusqu'en 2016 et donc qui ont été finalement beaucoup de retard, oui, avec des performances économiques qui étaient vraiment mauvaises jusqu'en 2016 et qui tentent à se revivifier depuis 2017. Donc c'est vrai qu'on privilégie la zone euro, l'Europe, le Japon, les émergents et plus globalement sur la partie obligataire, tout ce qui est finalement produit de portage, donc les taux émergents, le high yield américain bien évidemment couvert, et ça coûte cher, mais en tout cas couvert du risque de change, et sinon quelques thématiques de haut rendement européen et de niche. D'accord. Merci beaucoup Pierre Bismuth, directeur général et responsable de gestion chez Myria Asset Management. Merci Alain.